Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de notre émission L'invité de la rédaction sur Gabon 23. L'invité de la rédaction de ce jour reçoit le professeur, le docteur Piebi Oyubi et Pierre, médecin généraliste. C'est cela, docteur? Bien sûr. Et psychosexologue, c'est cela. Et de toutes les façons, adressons-lui nos salutations de bienvenue. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Motendi. Et nos téléspectateurs sur Gabon 23 sont donc satisfaits de vous retrouver cet après-midi après vous avoir suivi à travers d'autres ondes. Cela remonte, bien sûr, quelques mois. Je pense qu'au niveau de Gabon 23, nous avons eu des interviews au cours desquelles nous avons parlé justement du système médical au niveau de la nation gabonaise. Comment se porte le docteur Piebi? Le docteur Piebi se porte à merveille. Je me porte à merveille. J'étais heureux de venir ici. Je suis heureux de venir ici. Et je suis d'autant plus heureux de pouvoir échanger ce soir avec vous. Échanger ce soir avec nous sur des questions d'actualité concernant bien sûr la transition sur le territoire national. Il va sans dire, monsieur docteur Piebi, que le Gabon traverse actuellement une période de transition au sortir de l'élection présidentielle de 2023, entachée d'irrégularités comme toutes celles antérieurement organisées. Le président de la transition a pris le courage, bien entendu, d'effacer la classe dirigeante dernière, notamment le président Ali Bongo Ondimba, et désormais, nous traversons la transition allant progressivement vers la félicité. Comment avez-vous vécu, docteur, cette phase d'avènement du CTRI? Vous savez, cette phase a été, comment qu'on puisse le dire, c'est un scénario qui a été validé globalement par tous les Gabonais, y compris nos aïeux, nos ancêtres. Toutes les forces positives du pays, les énergies positives ont validé ce scénario. Donc, il faut dire que nous sommes heureux de nous séparer des anciennes habitudes. C'est un scénario qui était bien accueilli par les populations, donc nous en sommes là, nous restons. Il faut dire que les populations attendaient avec impatience l'avènement d'un nouveau régime, notamment le pouvoir militaire, comme on peut bien se le rappeler, comme le stipulait Desmond Tutu en temps de dictature, garder le silence serait avoir pris le camp de l'oppresseur. Et en août 2023, notamment le 30 août 2023, un coup de libération retentissait du côté du bord de mer, accordant l'avènement du CTRI avec à sa tête le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment concevez-vous également la prise de pouvoir, notamment l'assise de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Non, la prise de pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, comme je l'ai dit tantôt, était et reste une solution salvable parce que on n'aurait jamais pu croire, on n'aurait jamais cru que ce régime serait parti de la sorte. On n'aurait jamais pu croire. Donc, tous les Gabonais qui ont vécu cette situation, je ne dirais même pas libération, je dis c'est une récupération, une réappropriation de notre État, notre pays, parce que nous n'étions là que figurants. Donc, tous ceux qui ont vécu cette récupération du pouvoir l'ont accueilli, comme je disais, favorablement, et nous en sommes fiers. Nous sommes là, et nous pensons que nous pouvons accompagner ce jeune dans son élan. Une véritable réappropriation, docteur, et surtout qu'on peut bien se rappeler de l'attitude que vous adoptiez avant la mise en œuvre du processus électoral, notamment en 2023. Vous disiez ne pas être favorable à cette élection et qu'il fallait probablement faire l'introspection. Pouvez-vous, un tant soit peu, revenir sur les motivations, sur les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas du tout qu'il puisse y avoir l'organisation de ce processus électoral? Oui,
en 2021, effectivement, j'avais fait une déclaration, j'avais écrit que je n'étais pas favorable à l'organisation de cette élection. Parce que 2016, en tant qu'acteur de la campagne de Jean Ping, c'était la seule élection crédible que le Gabon a pu organiser, avec des observateurs internationaux, des observateurs nationaux, africains. C'était une élection limpide. Et M. Jean Ping a gagné sans bavure dans tout le pays, y compris le Haut-Tougoué. Jean Ping a gagné sans bavure. D'où, vous avez vu la gymnastique qui s'est produite. Il fallait annuler 22 bureaux dans un siège ici, il fallait refaire des calculs, il fallait augmenter la population du Haut-Tougoué, il fallait faire toutes les manœuvres tendant à conserver maladroitement ce pouvoir. Alors, tout le peuple était blessé. Tout le monde entier était blessé. On avait cette blessure béante. Et pendant que les gens sont déchirés, un groupe de personnes au pouvoir pensait qu'il fallait organiser d'autres élections pour laisser passer cette situation sous silence. C'était impossible. Impossible. C'était impossible. Donc, moi, j'avais vu, j'ai dit non. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas repartir aux élections tant que le contentieux n'est pas encore vidé. Et Jean Ping avait introduit des recours. Oui, des recours par-ci, par-là, sur le plan international. Mais ceux qui étaient sur place aux affaires avaient l'impression de pouvoir balayer cela du revers de la main en organisant d'autres élections. Et je savais que ça ne pouvait pas se faire. C'était pas facile, c'était pas bien. Et déjà, on ne décidait pas, il fallait qu'on explique aux populations pourquoi aller au vote. Parce que les gens avaient compris que c'est pas au cours d'une élection qu'on peut changer le pouvoir au Gabon. Si c'était cela, Ping serait président, puisqu'il a gagné proprement. Malgré sa victoire nette, il n'a jamais occupé le fauteuil présidentiel, d'où les Gabonais se disaient aller aux urnes pour rien ne sert à rien. Donc les gens ne voulaient pas voter. Mais ceux qui étaient aux commandes insistaient, parlaient d'élections. Je suis obligé de communiquer, pour dire attention, on ne peut pas parler d'élections dans cette condition sans sensibiliser les populations. On ne peut pas. Le véritable détenteur de la souveraineté. Oui, il faut d'abord s'adresser à ceux détenteurs de la souveraineté, leur expliquer quel serait l'intérêt de recommencer un vote alors que l'ancien vote n'a jamais été validé. Surtout que depuis 1993, le véritable vainqueur n'est jamais pu accéder à la magistrature suprême. Oui, c'est vrai que depuis 1993, ça a été toujours difficile, mais là, on savait comment noyer le poisson. Mais là, en 2016, c'était plus possible. Et on n'avait jamais eu une élection comme ça où un candidat de l'opposition contre un candidat de la majorité. C'était la première fois. Et tout de suite, on a compris que les 3/4 des Gabonais étaient opposants. Et qu'il fallait donc absolument régler le contentieux électoral. Il fallait nécessairement régler ce contentieux pour recommencer les élections. Mais les gens au pouvoir n'avaient pas ce raisonnement. Pour eux, il fallait insister, il fallait rester. Parce que pour eux, ils sont là, ils resteront. La suite, nous la connaissons. On se rappelle, en 2016, justement, alors que j'étais encore à la RTN, présentant cette émission Nus TV, émission de débat qui, évidemment, était au centre des débats au cours de cette période. La RTN qui fut incendiée par les tenants du pouvoir de l'époque, qui ne voulaient absolument plus entendre la vérité qui était dite par Wilfried Mutendi et à l'époque ses consultants, parmi lesquels Ndomba Dinga, Franck Mengue, Arthur Ikabanga, Axel Nzonga et Obolo, Israël Mouélé, que je salue au passage. Justement, docteur, poursuivant le cours de notre interview de cet après-midi. Vous êtes l'invité de la rédaction. Nous pouvons éventuellement nous poser la question de savoir comment la Young Team et bien d'autres ont pu se targuer le loisir d'outrepasser les mesures, notamment ces principes régissant le processus électoral tel que prédéfini, et surtout cette sonnette d'alarme qui avait été lancée justement par vous. Mais vous savez que quand on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous savez tout comme moi, à un moment donné,
le chef n'était plus visible. Donc la Young Team s'est mise en action, cherchait à pérenniser un pouvoir usurpé. Voilà comment ils ont multiplié ces manœuvres. Ils connaissaient certaines lois, ils faisaient fi. Pour eux, il fallait rester au pouvoir à tout prix. C'était ça le problème. Oui, mais justement, il y avait bon nombre d'acteurs politiques autour de la personne de M. Jean Ping qui estimaient qu'il fallait probablement réagir face à l'oppression du pouvoir déchu, notamment déployant une force machiavélique sur le terrain. Il fallait que Jean Ping y riposte. Mais pensez-vous pensez-vous que Jean Ping n'avait pas de moyens équivalents pour riposter? Les autres agissaient sur le plan militaire. Et Jean Ping était un homme de paix. Il n'avait que ses mains, sa tête et sa bouche pour communiquer. Et il avait l'adhésion de tout le peuple, des armées, parce qu'on n'avait pas d'armes. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin. Tout à fait. Malgré sa victoire, malgré sa posture, ils l'ont empêché de sortir. Ils ont tout arraché. Ils ont bloqué ses comptes. Mais ce n'étaient pas des enfants de cœur. Voilà ce à quoi Jean Ping a été sujet. Jusqu'à ce qu'advienne le pouvoir militaire, dirigé par M. Brice Clotaire Olingi Nguema. Bien sûr, parce que c'est pourquoi je disais que vraiment que son arrivée, c'était comme un messie. Ce que les gens attendaient, c'était comme un messie. Quand il est arrivé, tout le monde s'est retrouvé. Tout le monde s'est senti à l'aise, on se sentait gabonais. Parce que le pays, à un moment donné, il faut le dire franchement, le Gabon ne se sentait plus chez lui. Ah oui. Quelqu'un te disait, je suis plus gabonais que toi. Casse-toi. Tu n'as pas de choix. Vous avez vu comment ça se passait, même au niveau du foncier. Les expatriés venaient arracher des terrains aux nationaux. Les terrains ancestraux. C'était grave. C'était plus supportable. Il fallait arrêter tout cela. Et c'est pourquoi la notion de réappropriation est nettement la bienvenue. Docteur, pourrez-vous, une temps soit peu, nous décrire l'atmosphère qui prévaut depuis l'avènement du pouvoir du régime militaire? Oui, je disais que depuis l'arrivée du régime militaire, au départ, comme tout ce qui est militaire, les Gabonais étaient contents de voir que les militaires avaient abandonné leur caserne et manifesté leur joie avec les populations dans les rues. C'était d'abord cette apothéose, cette fête. Maintenant, une fois au pouvoir, bon, quand le général est arrivé, il avait une feuille de route. Il nous a présenté sa feuille de route, qui a été appréciée par tout le monde. Il a vu où était le mal. Il a dit, il faut arrêter ces histoires de partis d'abord. Parce qu'il savait que c'était pas net, c'était pas franc. C'était du faux jeu au niveau de ces partis. Il fallait arrêter ce genre de partis, mettre tout le monde au même niveau, regarder sa feuille de route, et après cela, on devait voir, une fois le président élu, on pourra maintenant rouvrir les partis politiques, refaire la vie politique et tout ça. Nous, ce qu'on avait compris. Donc, on a bien accueilli cette présentation. Nous étions là, nous attendions cela comme ça. Bon, maintenant, il y a un problème, on parle d'élection. C'est vrai que on est au terme de la transition, on parle d'élection. D'accord. Mais les Occidentaux qui pensent que quelqu'un qui est venu aux affaires par coup d'État, selon leur dire, n'a pas la légitimité qu'il faut pour être au pouvoir, ont exigé qu'on fasse des élections. On fasse des élections. D'accord. D'où
Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, l'organisation de ces élections. Mais, en réalité, est-ce que les Gabonais, dans leur ensemble, étaient prêts à organiser une élection avant les 2 ans comme ça? Ils n'étaient pas du tout prêts. Donc nous pensions que, plus que c'est une exigence de l'Occident, il veut que le président soit démocratiquement élu, ben, il n'y aurait pas eu de problème. On peut même l'anticiper comme on l'a fait, on peut faire cette élection avant un terme. Si ça nous cause de problème, on l'aurait organisé. Mais qui? Il y aurait eu un candidat qui a été ovationné, qui a été validé quand il a pris le pouvoir. On aurait confirmé cette validation en acceptant la seule candidature. Contre le peuple. Monsieur Oligui se présentait contre son peuple. Voilà, c'est aussi une démocratie. Que les gens ont choisi quelqu'un, il est venu, on a essayé d'expliquer que c'était pas un coup d'État comme d'habitude, c'était une situation salvatrice, oui. C'était un bien attendu. Donc, maintenant que vous demandez de faire des élections, mais c'est notre candidat. Surtout que les Gabonais étaient en prison à ciel ouvert. Oui, c'est notre candidat. Et on le laissait. Il faisait sa campagne. Tous les Gabonais se mobilisaient. On le votait comme on l'a accepté, sans problème. Bon, mais s'il tenait en tout cas à faire une élection démocratique, s'il fallait un autre candidat, je crois que ce candidat serait bien trouvé. C'est bien M. Ondo Assa qui revendique une certaine victoire, qui se serait présenté contre le général Oligui. Et on faisait une élection démocratique. Un candidat au pouvoir contre un de l'opposition. On l'a vu en 2016, Ali contre Ping. Absolument. Et on aurait dû faire la même chose. Oligui contre Ondo Assa. Tout à fait. Au lieu de multiplier des candidatures formelles, parce que c'est des gens qui seront peut-être élus par certains membres de leur famille ou certains amis, ils ne feront rien, vous allez voir. C'est une rasiade, il n'y aura rien là. Il n'y aura rien. Donc le président Oligui est pressenti tel un candidat unique. Mais au regard de l'adversité. Au regard de la situation aujourd'hui, il est le candidat unique. Il n'y a pas de candidat de l'opposition qui puisse faire le contrepoids du président de la transition. Mais je ne trouve pas. Personne n'a une argumentation capable de faire le contrepoids. Contrepoids de qui? Et pourquoi? Et pour qui? Pas même Alain-Claude Bilibinze, pressenti comme étant à la non, écoutez, moi, je n'ai pas parlé de ce monsieur, parce que pour moi, vraiment, sa place est réservée ailleurs. Mais je suis même surpris d'entendre qu'il parle. Je suis surpris, parce que normalement, honnêtement, Bilibinze ne devait plus prendre de parole. Pour quelle raison? Parce que Bilibinze a été le perroquet de l'équipe partante. Tous les projets tordus qui ont été mis en place, c'était sous la bénédiction de Bilibinze, en tant que Premier ministre et porte-parole, surtout. Donc, quand il y a un changement comme ça, normalement, il serait même aux arrêts. On ne sait pas pourquoi le général a eu une clémence particulière pour le garder. C'était quand même le Premier ministre, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Mais bien sûr, il serait aux arrêts, ce monsieur. Pouvait-il quand même peut-être parce que vous ne savez pas. Pour moi, je dis qu'il a la chance et qu'il reste tranquille. Parce que si ce monsieur s'hasarde à faire une campagne dans le pays, vous allez voir ce qui peut se passer. Hein. Pensez que... Il y a des familles qui ont été choquées, blessées profondément par les paroles de Bilibinze. Il n'a pas été sur les champs, il n'a pas été militaire avec les armes, mais les paroles blessantes étaient plus graves que les balles au-dessus. Ce n'était que le porte-parole du président d'Ali Bongo au gouvernement de la République gabonaise à cette époque, et d'ailleurs,
même Premier ministre et donc ne pouvait jouer que le rôle qui lui était dévolu. Mais bien sûr, c'est le rôle qu'il a joué. Ce rôle a pris fin avec le départ de son équipe. Donc, il se cassait. Il a joué un rôle dans une équipe. Cette équipe n'est plus à faire. M. Bilimze se retire honnêtement, intellectuellement, il se met à la touche. Il se dit que, voilà, nous allons y revenir, docteur. À la touche. Nous allons y revenir, surtout que l'actualité est véritablement dense, l'actualité politico-sociale. Et nous poursuivons, surtout avec le président de la transition. Vous savez, depuis son avènement, le président avait prévu organiser les élections libres et transparentes et par la suite remettre le pouvoir aux civils. Il y a eu des manifestations énormes, des associations qui ont lancé des appels à candidature, estimant que le président de la transition, qui avait lancé des initiatives axées dans le développement, ne pouvait plus se retirer, mais il fallait lui accorder une confiance afin qu'il puisse achever les travaux lancés. Docteur, la candidature du président de la transition y a été déclarée en tant que doyen. En tant que visionnaire et sage, quelle est votre pensée? De toutes les façons, par la petite expérience, quand le président de la transition avait annoncé sa feuille de route, je savais dans mon fond que ce pouvoir, dans 2 ans, il ne le remettrait pas aux civils parce qu'il n'aura pas fait la moitié de ce programme. Ça, je le savais moi-même. On ne peut pas venir au pouvoir sans un programme de société, sans une vision futuriste. Et ce jeune-là, quand il est arrivé, il avait une vision, il avait un programme. C'est vrai qu'un pas militaire, il fallait faire certaines choses. Mais malgré ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il hésitait, il ne voulait pas se présenter, je pense. Parce qu'il avait donné une parole. Donc il tenait à sa parole, il voulait se retirer. Mais la réalité là, sur le plan pratique, est-ce une bonne chose? Qui se retire là, les chantiers béants comme ça. Est-ce une bonne chose? Qui gagne? C'est le Gabon? Que si monsieur se ne présente pas, laisse tous les chantiers à l'État, remet le pouvoir aux civils, qui ont toujours été là depuis des décennies, qui n'ont rien fait? Je pense qu'il faut mieux que les gens poussent leur réflexion. Qu'est-ce que nous gagnons en le maintenant là? Et qu'est-ce que nous ne gagnons pas en le faisant partir? C'est vrai que s'il partait, nous ne gagnons rien. Tous ces chantiers devaient être aux arrêts. Vous n'avez pas confiance aux civils? Écoutez, les civils, quels civils vous voyez-vous là aujourd'hui? Parce que les civils, les candidats actuels, nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Il fallait quel civil pouvait achever tous ces chantiers à cette vitesse? Il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai que nous avons des ambitions, on a ceci, mais il faut que nous soyons quand même un peu sérieux. Je crois que les Gabonais ont bien fait de demander au général de continuer son action. Nous allons lui faire confiance. Il aura un mandat. Il va travailler. Il sera jugé au pied du mur. Parce qu'un maçon est jugé au pied du mur. Ali Bongo est arrivé avec plusieurs programmes, avec un programme de société, allais-je dire, qui était magnifique, apprécié d'ailleurs par différents acteurs politiques, même au-delà de nos frontières. Malheureusement, ce projet de société, en dépit de sa motivation, de sa détermination à vouloir faire bouger les lignes sur le plan de développement,
tout a connu un échec. Aujourd'hui, le président Olingi, qui n'a toujours pas débongoïsé, pensez-vous que, qu'en dépit de sa volonté, sa ferme volonté à faire bouger les lignes, accorder le véritable développement à la nation gabonaise, pensez-vous qu'il y arrivera quand nous savons que le paysage politique n'a nullement été débongoïsé? Non, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai. Malheureusement, nous constatons, vous le regrettez comme dit quelqu'un souvent, que le président de la transition est beaucoup plus soutenu, pas soutenu, beaucoup plus côtoyé, bien, abordé, ou bien je ne sais pas comment, un peu plus avec les anciens PDGistes. Au point qu'on parle même de la restauration de ceux ayant été mis à l'écart par le pouvoir niche. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème. On n'a pas dit qu'il faut, on y a l'invective, ou bien il faut faire, non. Tous les PDGistes n'étaient pas mauvais. Il y en avait de bons. Mais les autres aussi ne sont pas mauvais. Il y a sûrement des excellents chez les autres. L'occasion serait venue de mettre à contribution ces intelligences qui ont été laissées pour compte. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette volonté de faire travailler les autres aussi. Je dis en homme averti, parce que je vois à distance. Je vois à distance, je me dis que il semble qu'il n'y ait pas cette volonté de faire travailler les autres intelligences aussi. Et je crains que nous tombons dans le travers de la pensée unique encore. C'est ce que je crains. Sinon, le fait de voir encore des anciens PDGistes venir s'afficher, venir vouloir donner un soutien, c'est qui est encore plus grave. Mais c'est plus grave, c'est même pas bien réfléchi. Quelqu'un vient mettre après un système qui est entretenu par un parti, une classe politique appelée PDG. Et ce PDG aujourd'hui, ce mur, devient son soutien numéro 1. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça risque de vouloir faire rejoindre ce que disait Ondoaza. Que non, en fait, c'est une querelle de palais. Pas... Alors que vous voyez mais ce qui se passe. En réalité, il y a des changements. Il y a des positions qui sont prises. Mais l'histoire de travailler, de tenir, comme on observe, effectivement, beaucoup de postes sont tenus par des PDGistes. Mais lesquels PDGistes? Dans le Gabon, on ne devait plus parler des partis comme il l'a dit. On devait parler des individus. Pas de partis. On devait parler des individus, pas de partis. Individuellement, chacun faisait son travail. Mais ce que je crains, c'est quand tu vois le forcing fait par certains PDGistes, au détriment des attentes des Gabonais, eux, ils veulent s'imposer alors qu'ils n'ont rien fait. Vous savez, en tant que parti, on l'a vu tout à l'heure depuis 1993, est-ce que le PDG a déjà gagné une élection franche dans ce pays? Rien. Même sur les locales. Je peux vous dire, moi, j'étais candidat plusieurs fois. Je ne sais pas combien de centaines de millions le PDG mettait pour faire élire un député PDG. Vous imaginez combien de centaines de millions de PDG mettaient pour faire élire un député PDG dans certaines circonstances électorales. Où nous nous passions avec nos pauvres 20 millions, 10 millions, 20 millions par là, on faisait un bon score. On ne peut pas s'appuyer sur un parti en fin de vitesse comme ça. Mais c'était quand même un parti politique dont le fondateur n'était tout autre que Feu Omar Bongo Limba. Oui. Il fallait donc qu'il puisse y avoir
des disponibilités en matière de finances. Mais bien sûr, vous savez, c'est le parti État. Vous l'avez dit. Oui, c'est le parti État. Donc, l'argent, c'était pas ça son problème. On ne peut plus continuer là. Là, maintenant, on met les pendules à l'heure, on remet tout le monde ça top, on démarre et on voit qui est qui fait quoi. Le Nigeria a besoin d'avoir des vraies valeurs. Pensez-vous de donner les mêmes chances à tout le monde pour savoir qui fait quoi, qui est qui réellement. Parce que quand les gens parlent que oui, le PDG a une couverture nationale, couverture à des millions de l'État, de contribuables. Ils n'ont jamais gagné clairement. C'est à coup de millions. L'État. Donc il faut arrêter tout ça, repartir à zéro, pour voir qui est qui réellement. Qui vaut quoi. Parce que je pense que nous gagnons tous, hein. Nous gagnons tous. Traitant toujours du dossier politique, docteur, plusieurs états-majors s'insurgent et déplorent l'idée de la pérennité du président de la transition aux affaires, et s'insurgeant sur le fait qu'il puisse poursuivre la transition. Je pense que vous avez réagi sur ce point, mais tout de même, que dites-vous de la sortie d'Albert Ondossa qui estimait prêter serment s'il advenait que le président Oligui fasse sa déclaration de candidature? Non, non. Vous savez, M. Ondossa, c'est un professeur d'université, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui c'est pas comme on s'adresse à quelqu'un qui est dans un quartier, non. Il sait, il connaît ses droits, il connaît ses limites. Tout à fait. Il ne peut pas prêter serment. Serment sur quelle base? Pour avoir été élu par mais non. citoyen gabonais en 2000. Non, rien ne le prouve. Autant de ping, nous avions des arguments. Je vous dis qu'il y avait des observateurs internationaux, il y avait tous les procès verbaux étaient propres. Donc, tout le Gabon. Oui. Nous avions une autre centralisation. Nous avons sorti les vrais résultats. Qui ont été envoyés par-ci par-là, et par-ci par-là. Voilà quelqu'un qui a été élu proprement. Mais on ça. Je ne sais pas qui a ces résultats réels. Hein. C'est des suppositions. On suppose que, voilà, on suppose. Mais non. Mais pour ça, je dis, si vraiment il a l'impression qu'il a été élu, voilà l'occasion. Il se met en face du général et les Gabonais vont choisir. S'il a été élu, ils vont le voter. Hein. Les Gabonais sont comme ça. Hein.